temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue sur Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Pour ce troisième et dernier épisode de la série dédiée au transport, nous allons nous intéresser à la gouvernance et à la souveraineté territoriale. Puisque dans un monde fragmenté, les infrastructures deviennent des enjeux de souveraineté. Un aéroport, un port, une infrastructure ferroviaire, ce ne sont pas seulement des actifs économiques, ce sont des leviers de développement régional, des outils d'attractivité, des points d'ancrage stratégiques. Alors que les territoires expriment un sentiment croissant d'abandon et que les métropoles concentrent les investissements, la gouvernance des infrastructures est un sujet central. Comment décider pour 20 ans dans un monde qui change tous les 2 ans? Toujours avec Claire Dreyfus-Cloarec. Merci d'être avec nous pour déjà de nous accompagner pour cette série, pour ce troisième épisode de cette série dédiée au transport. Alors, Claire Dreyfus, les aéroports régionaux jouent un rôle clé dans l'attractivité et l'emploi local. Vous le savez puisque vous administrez différentes infrastructures aujourd'hui. Ma question est simple et compliquée à la fois. Comment concilier rentabilité et responsabilité territoriale? La responsabilité territoriale, elle n'est pas seulement celle de l'aéroport régional, hein, parce que nous sommes, je crois, avec l'Espagne, le pays européen dans lequel il y a le plus grand nombre de petits aéroports. Il y a les grands aéroports régionaux, Nice, Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, Nantes, je crois, Rennes. Euh, mais autour, il y a aussi des tas de petits aéroports. Alors, il y a autour de celui de Montpellier, il y a Béziers et Nîmes. À chaque fois, il y a 40 km. Puis il y a Marseille qui est à 80 km et Toulouse à 100. Hein, bon. Donc, il y a multiplication de petits aéroports. Donc, la définition de l'optimisation régionale des aéroports, ça n'est pas le fait de l'État qui n'est pas actionnaire de cette multiplicité de petits, c'est plutôt des définitions régionales. Et pour l'instant, euh, je suis assez critique sur la volonté des régions à avoir arbitré. À ma connaissance, il n'y en a qu'une, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui a défini concrètement une politique d'aéroports régionaux en prenant des décisions. Les autres en parlent, mais je n'ai pas vu de décision concrète. Et vous, en tant qu'administratrice d'aéroport, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Il y a la dimension rentabilité, évidemment, C'est la et maintien, dimension concurrence, Ilan. bien sûr. Quand vous avez un potentiel de trafic qui est à partager entre des concurrences avec des grands aéroports régionaux, parce que les clients sont mobiles, hein, et quand vous avez à Barcelone un aéroport qui est pratiquement aussi gros que Charles de Gaulle, et celui de Toulouse qui n'est pas très loin, et celui de Montpellier et celui de Marseille, vous avez des concurrences entre plateformes aéroportuaires qui sont extrêmement fortes. Alors justement, et qui ne- est-ce que ces aéroports régionaux aujourd'hui ont les moyens de peser dans cette concurrence? Vous alors parliez de Barcelone par rapport à Toulouse. ils ont les moyens de peser avec l'attrait de leur environnement économique. Toulouse a naturellement toute la partie aéronautique qui est un très fort pôle d'intérêt. C'est un cluster tout à fait efficace, hein. Les autres peuvent avoir des atouts qui sont différenciés. Mais c'est pour ça que je dis que la concurrence, c'est quelque chose qui existe, qui est extrêmement fort, mais qui n'est pas uniquement du ressort des plateformes aéroportuaires. On a aussi un phénomène de fait, c'est cette privatisation, l'ouverture du capital d'infrastructures stratégiques, d'aéroports notamment, qui suscite régulièrement des débats au niveau national. Est-ce que la souveraineté aujourd'hui, c'est un argument qui est économique ou qui est politique, selon vous? Ouais, je pense que la France a eu un débat politique sur l'ouverture du capital. Elle a ouvert le capital d'un certain nombre de grands aéroports régionaux. C'est le cas de Lyon, de Toulouse et de Nice. Ça s'est passé plus ou moins bien. Et puis, il y a eu le projet de l'ouverture du capital d'aéroports de Paris au-delà de la cotation minoritaire, avec, alors pour le coup, une réaction politique importante, une pétition qui a atteint, je crois, pas loin de 2 millions de signataires contre. Bon. Euh, il faut savoir que la privatisation des grands aéroports, c'est pas une règle absolue.
C'est le cas en Grande-Bretagne, mais c'est pas le cas du tout aux États-Unis. C'est pas le cas non plus en Allemagne, par exemple. Je crois pas. Si c'est le cas un petit peu en Italie, mais ça n'est pas une règle et ça n'est pas du tout une exigence européenne, hein. Et on a un exemple concret de, je vais pas dire de coopération, mais en tout cas de relations publiques-privées sur ces structures. Est-ce que cette fragmentation du capital qu'on observe sur certains aéroports, est-ce que ça dilue la vision stratégique? Je ne saurais pas le dire, ça dilue sûrement, et je pense que c'est ça qui fait que la pétition sur la non-privatisation de Charles de Gaulle a eu du succès. Ça dilue un peu les responsabilités, parce que les aéroports, c'est des plateformes commerciales, mais c'est aussi des frontières, et c'est aussi, dans le cas d'un certain nombre, des éléments de la défense nationale. Euh, Qui relève et, strictement de l'État, pour le coup. et donc ça, c'est strictement de l'État, hein. Est-ce que ces responsabilités stricto sensu régaliennes de l'État peuvent s'exercer tout à fait bien dans un contexte de privatisation totale? Je ne sais pas répondre à la question, mais elle est certainement une question ouverte. On a, on en a un petit peu parlé dans le deuxième épisode, des cycles politiques qui sont courts, de plus en plus courts, mais vous le savez, vous administrez des aéroports, ces infrastructures, elles engagent des décennies. Oui. Euh, Est-ce que la gouvernance actuelle permet réellement de penser le temps long? C'est une question qui n'est pas complètement réglée, me semble-t-il. Les aéroports, tous, enfin tous ceux qui sont publics, sont des concessions, sont des concessions. Et donc ça veut dire que les entreprises, les sociétés qui les exploitent, même quand elles sont complètement publiques, ne les exploitent que pour une période donnée. Alors, quand vous avez des concessions qui durent 40 ans, grosso modo, les infrastructures sont toutes amortissables sur les 40 ans. Plus vous vous rapprochez de l'échéance de la concession, et plus la question de l'amortissement et de l'utilité pour la société exploitante se pose. Et donc, c'est des questions qui sont posées à la Direction générale de l'aviation civile, hein, puisque c'est elle qui est l'autorité concédante, si je puis dire, et sur lequel les réponses ne sont pas toujours. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une jurisprudence clairement énoncée. Et je pense que ça dépend des questions et je pense que ça dépend du cas par cas. Mais vous, en tant qu'administratrice, vous êtes votre mandat est limité, mais vous pensez ces infrastructures sur un temps relativement long. Est-ce que vous sentez, lorsque vous êtes dans ces structures, une capacité stratégique suffisante pour la penser? Dans les structures, oui. Dans les structures, oui, c'est-à-dire quand on arrive à la nécessité de refaire complètement ou de créer une aérogare nouvelle, quand on arrive à la nécessité de très gros entretiens, voire de création d'infrastructures aéronautiques nouvelles, la question de la longévité de la concession est une question qui vient tout de suite. Et aussi longtemps que la durée de la concession permet un retour sur investissement à la société suffisant, la question est réglée de façon stratégique interne à la société. À partir du moment où vous percutez la fin de la concession avec l'amortissement, la question est posée. Elle est posée par l'entreprise qui se préoccupe du temps long. Jusqu'à présent, je n'ai pas été confrontée à des réponses concrètes qui ne peuvent se traiter qu'avec l'État, c'est-à-dire la DGAC. On vit aussi, on en a un petit peu parlé lorsqu'on a évoqué les crises, on vit un moment de transition climatique où les infrastructures aériennes sont parfois contestées. Est-ce qu'il vous arrive d'arbitrer entre écologie et développement économique? Ah, je ne dirais pas qu'on arbitre, mais dans les aéroports dans lesquels je fonctionne, et c'est ce que je peux lire des autres, la question écologique est une question majeure. Et pas seulement pour des raisons de réponse à ceux qui mettent les questions climatiques en avant et font du aérien bashing, mais aussi parce que c'est une vraie préoccupation du secteur. Et donc, pour citer l'exemple de La Réunion, la construction d'une nouvelle aérogare en zone tropicale sans utiliser du tout la climatisation
est une réalisation dont la novation a été poussée par des préoccupations climatiques. Toutes les plateformes cherchent à éviter l'utilisation de carburants fossiles, à utiliser l'énergie électrique un maximum, voire à fabriquer de l'électricité verte avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les zones aéroportuaires, ce qui se multiplie. Il y a des nombreux projets de fabrication d'hydrogène vert sur les plateformes aéroportuaires. L'utilisation à la réunion des rafraîchissements par l'océan qui est à côté, etc. C'est une préoccupation qui est majeure dans la totalité des décisions d'investissement. Avec des solutions qui sont très concrètes. On n'est pas dans un débat qui est idéologique Absolument. aujourd'hui. Et puis la préoccupation de permettre aux compagnies aériennes d'avoir des carburants SAF, c'est-à-dire utilisant d'autres composants que simplement du pétrole et du gasoil dans leur carburant. Si vous observez la France aujourd'hui, ça sera ma dernière question pour cette série, dans le domaine du secteur, est-ce que le risque principal aujourd'hui, est-ce que c'est l'immobilisme ou la fragmentation des décisions? On a plusieurs acteurs qui se retrouvent aujourd'hui, qui échangent. On a parlé des collectivités locales, des acteurs régionaux, de l'État. Moi, je dirais que je ne vois pas d'immobilisme, en tout cas pas chez les acteurs, et je ne vois pas chez l'État ou les collectivités territoriales de vraies entraves à la volonté de mouvement. Bon. La fragmentation, c'est un sujet. On a parlé tout à l'heure de l'État et des pouvoirs publics, mais il se trouve que l'État aussi se fragmente, y compris dans ses propres responsabilités, en créant des autorités externes, des agences indépendante. Dans les transports, vous avez une autorité indépendante sur les transports qui régule, qui est supposée réguler un certain nombre de sujets, en particulier la tarification. Bon, c'est une question qui est plus générale que sur les transports. Hein, Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est un choix de l'État français. Je pense qu'il n'est pas le seul en Europe. Je trouve que c'est une question citoyenne de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce sera le mot de la fin. Claire Dreyfus-Florac, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette série dédiée au transport. À travers ces 3 épisodes, une évidence s'impose. Les transports sont un révélateur de notre époque. Ils concentrent nos contradictions, souveraineté et ouverture, rentabilité et équité, écologie et croissance, État et marché. Décider dans ces secteurs, c'est décider pour une génération. Et la question demeure, la France sait-elle encore penser ses infrastructures comme un projet collectif de long terme? Merci d'avoir suivi cette série sur Temps d'avance et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle série. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.